Bernard Tapie, c'est l'histoire d'un homme qui a tout été à la fois. Businessman, patron de club de foot, animateur télé, ministre et condamné. Un self-made man fasciné par la réussite, convaincu qu'avec assez d'audace, tout peut se négocier. Pendant 30 ans, son nom va se retrouver au croisement de l'argent, du pouvoir politique, de la justice et d'une des affaires financières les plus complexes de la Ve République. Une affaire qui commence comme un simple rachat d'entreprise et qui va finir par opposer Bernard Tapie à l'État français lui-même. Né dans le 20e arrondissement d'un Paris en fin de guerre en 1943, Tapie grandit dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis, au Bourget. Lui et son frère passent leur enfance dans l'appartement de 20 mètres carrés que leurs parents parviennent à leur offrir avec leur salaire d'ouvrier et d'aide-soignante. Pas de salle de bain et les toilettes partagées sont au fond de la cour de l'immeuble. Les enfants grandissent dans les odeurs de cuisine, les jeux dans les cages d'escalier avec les voisins et le balai des travailleurs qui rentrent de l'usine le soir. Les deux petits partagent un canapé-lit dans l'unique pièce de vie de l'appartement. Et même si les assiettes ne sont jamais bien pleines, il y a de la joie dans ce foyer. Les enfants profitent de cours de violon, de piano et des activités sportives offertes par la municipalité. À l'école, Bernard suit. Il n'est pas brillant ni largué, juste moyen. Très vite, il cherche à gagner son propre argent. À l'adolescence, il enchaîne les petits boulots, surtout l'été. Quand Bernard a 17 ans, la famille s'offre plus de confort et déménage dans une petite maison grâce au nouveau métier de son père qui se met à son compte comme frigoriste. Mais l'homme n'a rien d'un patron. Il est humble, discret, évite les excès, pas du genre à fanfaronner. Pour Bernard, il y a quelque chose d'insupportable dans cette situation. Et c'est pas le froid de l'hiver sans chauffage ou les repas trop légers, ce qui le hante, c'est le manque de considération. Celle du médecin ou du policier qui ne s'adresse pas à son père comme il s'adresse au voisin qui a une belle voiture. Bernard rêve de plus. Il ne cherche pas à avoir une revanche sur la société, mais il rêve d'avoir de l'influence. Il veut être quelqu'un qui force le respect des gens. À la fin de l'adolescence, il laisse tomber sa formation d'ingénieur en électrique avant le diplôme. Il sait que c'est pas sa voie. Ce qu'il aime, c'est la musique, le spectacle et les yeux brillants de sa mère quand il se met à chanter. La toute première fois qu'on croise Bernard Tapie à la télé, on est loin, très loin du personnage qu'il deviendra. On est en 1962 et à l'époque, c'est juste un gars de 20 ans qui chante. Son nom de scène ? Bernard Tapie, avec un Y parce que ça fait américain. Car à nos rendez-vous, toujours je l'attendais. Il se présente à plusieurs concours de jeunes talents. Il est plutôt bon et gagne même un concours contre le jeune Michel Polnareff qui démarre sa carrière en même temps que lui. C'est les années yéyé. Il chante l'amour, la jeunesse, reprend des succès américains. Il sort quelques 45 tours dont il vendra au total près de 10 000 exemplaires. Mais le vent tourne et les ventes ralentissent. Le jeune Bernard se vexe de cette perte de succès, il accuse la médiocrité des titres qu'on lui fait chanter et claque la porte. Il entre alors dans une période où il cherche. Et pour ça, il touche à tout. Il tente sa chance au théâtre sous un autre pseudo, Bernard Pascal. Ça prend pas et le projet est aussitôt avorté. Il atterrit ensuite chez le constructeur Matra comme pilote de course automobile. Mais lors d'une course, il rate un virage. C'est finalement le hasard qui le mène à la vente. Un jour, un vendeur en porte-à-porte sonne chez lui. Il essaie de lui vendre une télé. Tapie est intrigué, mais pas par son produit. Il le questionne sur ses méthodes de vente et finit par enfiler une veste de costume pour aller faire du porte-à-porte avec lui. On est en 1963 et la télé n'est pas encore dans tous les foyers. Il faut donc convaincre le client qu'il a besoin de ce produit. Et là, Tapie a une idée assez maligne. Il met son stock de téléviseurs en prêt chez de potentiels acheteurs. En fait, c'est même plus vicieux que ça. Il prétexte vouloir faire une enquête sur les écrans et explique qu'il souhaite les sélectionner pour son panel de testeurs. Au bout d'une semaine d'utilisation, vous le voyez venir, quand il revient pour récupérer les téléviseurs, les testeurs insistent pour acheter l'écran. C'est comme ça qu'il explose les chiffres dès son arrivée dans la vente. L'argent rentre, certes, mais surtout, il ressent une excitation à faire des affaires. Aussi agréable, si ce n'est meilleur que la scène, il a l'euphorie du deal fraîchement signé. En 1964, à 21 ans, il se marie avec Michel, une femme plutôt discrète qui reste dans son ombre, avec qui il aura 2 enfants. Mais Bernard en a marre de vendre au porte-à-porte et décide d'évoluer et de monter ses premières boîtes. Cercle numéro 1, puis Club Bleu, le premier est un magasin d'électroménager, le second un groupement d'achat pour comité d'entreprise. Faillite, puis refaillite, coup sur coup. 2 crash tests qui auraient calmé n'importe qui, mais pas Tapie. Il le sait, il avance sans connaître les codes du milieu et chaque coup le mène vers la précision qu'on lui connaît. La cadence est difficile à tenir entre ses rêves d'ascension et une vie de famille qui demande de l'ancrage. Et en 1973, son couple ne tient plus. Le divorce se fait sans fracas. Les 2 ex-époux se quittent en bons termes et s'efforcent de préserver un équilibre sain pour Stéphane et Nathalie, leurs 2 enfants de 3 et 5 ans. Après la faillite de ses magasins, Tapie rebondit, mais s'apprête à rencontrer son premier accrochage avec la justice. En 1975, à 33 ans, il lance un concept ambitieux,
Cœur Assistance, un SAMU payant. Le principe est simple sur le papier, les malades cardiaques paient un abonnement qui promet une équipe prête à intervenir à toute heure. Tapi n'a que peu de moyens, mais il se montre débrouillard et l'idée est innovante. Sauf que dans les faits, ça marche pas. Retard, moyens limités, promesses trop belles, au bout de 3 ans, l'ordre des médecins porte plainte. Verdict, il tombe pour publicité mensongère. Notamment car sa publicité montre 5 ambulances alors qu'il n'en possède que 3. Tapi écope d'1 an de prison avec sursis, l'interdiction d'exercer une activité touchant au médical et un rappel brutal que penser hors des clous, ça peut aussi mener droit au tribunal. Mais c'est aussi avec l'entreprise Diguet-Denis, une imprimerie centenaire installée à Breteuil, que les affaires démarrent vraiment. Fin des années 70, la boîte est au bord du dépôt de bilan. Tapi tente un coup. Il la rachète pour 1 franc symbolique. Pas parce qu'il se prend de passion pour le papier ou l'édition, mais parce qu'il pressent un potentiel. Il n'a pas encore de méthode, mais il s'y met. Il écoute, il observe, il apprend. Il injecte un peu d'argent et beaucoup d'énergie. Et cette fois, ça y est, c'est le véritable tournant. Tapi a trouvé son truc, la reprise de boîtes en faillite. Bernard vise les boîtes qui crament du cash, qui croulent sous les dettes et que personne ne veut plus toucher. Il les rachète souvent pour une bouchée de pain, parce que, oui, liquider une boîte, ça coûte une blinde. Alors parfois, quand les proprios sont vraiment au fond du gouffre, ils sont prêts à la filer pour ainsi dire gratos, à condition que quelqu'un d'autre prenne la patate chaude. Les dettes, les licenciements, tout le bazar. Quand il revend l'imprimerie en 1982, il empoche un beau pactole. La méthode sera répliquée des dizaines de fois sur la décennie qui suit et à tous les types d'industries. Le prêt-à-porter, l'alimentation, l'électroménager. Son nom commence à se faire connaître dans le milieu des affaires. En 1984, il s'attaque à Wonder, un fabricant de piles. Il applique sa petite formule et ajoute une pub phare qui reste en tête. Qu'est-ce qui fait marcher Tapi ? Qu'est-ce qui fait marcher Tapi ? Il se met en scène lui-même et acquiert une petite notoriété auprès du grand public. Moi ? Je marche à la Wonder. L'action grimpe, les marchés applaudissent. L'opinion publique, beaucoup moins. 4 usines sont fermées, 600 personnes sont virées. Peu de discussions sont menées avec les syndicats et au-delà de l'image de réussite, ce sont les coupes dans le personnel et les fermetures que certains retiennent. Il revend 4 ans plus tard avec un beau profit, acheté 30 millions de francs, Mondeur est revendu 470 millions en 1988. Mais son image en pâtit. Certains syndicats redoutent de voir pointer le nez de sa Rolls-Royce quand leur usine commence à battre de l'aile. Malgré tout, il fascine. Avant même qu'on lui confie sa propre émission, il est invité dans toutes les émissions du moment. Toujours en costard, souvent en duel, jamais en retrait. Il se met en scène pour les reportages, tantôt dans les bureaux d'une usine qu'il vient de reprendre, tantôt aux commandes de son jet, laissant entendre qu'il aurait la qualification pour piloter l'engin. Son côté showman crée une forme de magnétisme. Tapi passe bien à l'écran. Ça, c'est une certitude. Il se permet même une nouvelle carrière éclair dans la musique. Il a la win et il veut que tout le monde le sache. Quand TF1 lui confie une émission en prime time, l'effet est immédiat. Tapi ne se contente plus d'agiter le monde des affaires, il devient animateur. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct du magnifique Palais des Sports de Grenoble. Ambition, c'est le nom de l'émission. Le concept est novateur. Chaque vendredi soir, des jeunes entrepreneurs viennent pitcher et défendre leurs projets face à un jury. C'est l'occasion pour Tapi de briller de son expertise et de coacher les participants. Imaginez une version de Qui veut être mon associé, mais en 86 version Minitel, une mécanique inédite à la télévision française. Aux États-Unis, dans les années 2000, un certain Donald Trump jouera lui aussi les juges impitoyables. Même énergie spectaculaire, même ego surdimensionné, mais sans inspiration directe. Tapi et Trump incarnent chacun dans leur pays la figure du businessman flamboyant, clivant, obsédé par la réussite et l'image. Mais Ambition ne dure que 5 numéros. Pour la haute autorité de l'audiovisuel, l'émission mélange animation et parrainage en compromettant son objectivité. Il y a conflit d'intérêts. Pour cette raison, le CSA coupe le robinet et arrête l'émission. Mais c'est trop tard, le personnage est déjà lancé. En quelques années, Tapi est passé du fond du panier à l'affiche en grand format. Un businessman qui joue les sauveurs d'usine. Un showman qui vend du rêve en direct. Un stratège capable de flairer une opportunité dans une marque au bord du gouffre et de transformer 1 franc en des centaines de milliers. Et si on l'aperçoit punchy et dynamique dans l'émission populaire de Véronique et Davina, c'est que monsieur s'entraîne. Depuis qu'il a commencé les affaires, il s'essaye au sport en amateur dès qu'il en a l'occasion. Il s'entretient et ça lui permet de relâcher la pression. En même temps, il vient de racheter l'enseigne de nutrition saine La Vie Claire et son apparence est devenue un enjeu, voire une vitrine.
Toujours dans le sport, il rachète Look, une petite boîte de fixation de ski sur le point de Calais. La boîte, pas les skis. Tapi la réoriente vers le vélo et parie sur une idée de niche, la pédale automatique. Vous voyez les attaches de chaussures là pour clipser les bottes sur les skis ? C'est tout pareil mais sur une pédale de vélo. À l'époque, les vélos pros sont équipés de pédales à lacets, longs à enfiler et dangereux en cas d'accident parce que le coureur a littéralement les pieds ligotés sur son engin. Et pour promouvoir cette technologie, quoi de mieux que de créer sa propre équipe pour le Tour de France ? En 1984, il lance une équipe de cyclistes moderne à son image. Et quand on dit à son image, on veut dire à celle de ses marques. L'équipe est nommée La Vie Claire, comme sa chaîne de magasins. Cette équipe, c'est son meilleur coup marketing. Dès la première saison, il frappe fort. Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, rejoint l'équipe après avoir claqué la porte de Renault. Et dans sa roue, Greg LeMond, un jeune américain au mental de killer, qui deviendra le premier non-européen à gagner le Tour. Il signe un contrat record, $1 million sur 3 ans. Du jamais vu dans le cyclisme. Au point de créer un précédent, les salaires des autres coureurs, qui dépassent rarement les $5 000 à l'année, vont grimper en flèche les années suivantes. Tapi change les règles. À ce moment-là, le cyclisme, c'est encore un sport à l'ancienne, avec des maillots en laine, des casquettes vissées, l'ambiance vieux monde, mais dans le peloton, ces coureurs sont de véritables ovnis. Il impose les premiers cadres de vélo en carbone, les cardio-fréquence-mètres, les sponsors privés à l'américaine. En coulisses, c'est lui qui pousse à l'usage des pédales automatiques de chez Look. Même le maillot a l'allure futuriste, inspiré du célèbre tableau de Mondrian, devenu culte. Et sur la route, c'est le succès immédiat. Hinault gagne le Tour en 1985, LeMond lui succède en 1986. Pour la médiatisation, les deux coureurs se tirent la bourre, chacun convaincu d'être le nouveau champion. Et Tapi, lui, orchestre leur rivalité dans l'ombre, scénarisant leur joute. Il a transformé un sport de forçat en vitrine business. C'est une belle victoire pour les coureurs, mais c'en est une gigantesque pour Tapi. Look explose en valeur. Rachetée pour 1 franc, elle est revendue pour l'équivalent de 80 millions d'euros actuels en 1988. Du grand Tapi. Et il faut croire que cette introduction au monde du sport lui a donné faim. Tapi a 43 ans quand il décide de s'attaquer à un plus gros morceau. Et ce morceau, c'est pas un produit, c'est pas une boîte, c'est un club mythique. L'Olympique de Marseille. Dans combien de temps l'OM sera ce que vous le souhaitez ? Le plus vite possible. Quand Tapi débarque à l'OM en 1986, le club est à la dérive. Plus grand chose dans les caisses, pas grand chose sur le terrain. Mais ça tombe bien, il adore quand c'est bancal. Il flaire le potentiel. Sauf que là, c'est pas juste une entreprise à renflouer, c'est une ville entière et des supporters à faire rêver. Et Tapi va y aller à fond. Il va pas seulement recruter des joueurs stars, il va recruter un encadrement digne de ce nom. Et pour ce faire, il tape directement dans les équipes d'encadrement de l'équipe de France. Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur national, devient leur directeur sportif. Gérard Banide, ancien entraîneur adjoint, prend le banc comme entraîneur. Des hommes de confiance pour un projet de jeu carré et un recrutement de joueurs calibrés. Pas question d'improviser. Il vient taper dans les meilleurs du championnat. Amoros, Tigana, Papin, des légendes de l'équipe de France. Des joueurs qui savent gérer la pression et qui savent gagner. Le plan est clair, bâtir un noyau dur avec de l'expérience et du caractère autour duquel il installe des étoiles montantes convoitées par tous les grands clubs de France comme Didier Deschamps et Basile Boli. Mais Tapi ne veut pas juste briller en France, il veut mettre l'OM sur la carte du foot européen. Alors il frappe un grand coup. Chris Waddle, star de Tottenham, joueur vedette en Angleterre. C'est un transfert extrêmement ambitieux. Officiellement, son salaire reste dans les clous, environ 150 000 francs par mois. Sauf qu'en coulisses, c'est une autre histoire. Officiellement, la banque fait entrer Robert Louis Dreyfus pour financer l'opération. La société Testu, une entreprise de balance dont Tapi est l'heureux propriétaire, prête discrètement 21 millions de francs à l'OM. Une manœuvre habile mais risquée et absolument illégale. Le directeur général de l'entreprise Testu, filiale de Bernard Tapie Finance, a déposé plainte contre Bernard Tapie et Elie Felouz, PDG de PTF, pour abus de biens sociaux et trafic d'influence. Mais ça, chut, parce que ça sera pour plus tard. Pour l'instant, la mise en vaut la chandelle. En quelques saisons, c'est le décollage. 4 titres de champion de France, une Coupe de France. Oui, d'ailleurs, c'est 2 trucs différents. Il y en a un, c'est les championnats de France, et l'autre, c'est la Coupe de la Ligue. 2 finales de Ligue des Champions, qui est aussi un autre truc, du coup, je suis pas le foot. Et surtout, la victoire de la Coupe d'Europe en 93. L'OM devient le premier club français à régner sur l'Europe. Le Vélodrome explose, la ville entre en transe, et Tapi devient une légende vivante. Il s'est pas contenté de gagner. Il a changé les règles du jeu. À Marseille, comme il l'avait fait dans le cyclisme, il professionnalise les coulisses. Et même ceux qui le détestent doivent l'admettre. Sans lui, l'OM ne serait jamais monté aussi haut. Il est partout, dans les vestiaires, sur les plateaux, dans les journaux. L'OM, c'est lui.
Affaires, sport, télévision, difficile d'imaginer au milieu de ce tourbillon une vie de famille stable. Pourtant, il y parvient. Il retrouve l'amour auprès de Dominique Mialet-Damianos. Elle était secrétaire et traductrice chez Wonder et l'accompagne depuis plusieurs années dans les affaires comme en privé. Ils se marient en 1987. Ensemble, ils ont 2 enfants, Laurent et Sophie, et forment un couple solide qui résistera à toutes les tempêtes jusqu'à la fin. Et comme si tout ça ne suffisait pas, à la fin des années 80, le propriétaire victorieux de l'OM, fraîchement remarié, se lance dans un nouveau défi. C'est son arc politique qui commence. Il entre en politique sous les couleurs de la majorité présidentielle de Mitterrand. Mais pas du Parti socialiste, dont le président est issu. Non, Tapie refuse les étiquettes. Député de gauche, milliardaire assumé, sans ancrage partisan, c'est un ovni total. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un tout petit peu. On est 10 ans plus tôt, en 1981, et l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée est un petit séisme politique. Pour la première fois sous la Ve République, un président de gauche décroche le pouvoir. Ambiance changement d'époque avec une avalanche de réformes. Retraite à 60 ans, peine de mort abolie, semaine de 39 heures, nationalisation des banques. Le virage à gauche est net et historique. Mais l'euphorie se heurte vite à une crise économique brutale, forçant la gauche à la rigueur. En 1986, le pays bascule dans la première cohabitation de la Ve République. Jacques Chirac s'épuise à Matignon pendant que Mitterrand prépare son retour en se plaçant au-delà de la mêlée. Pour sa campagne de réélection en 1988, Mitterrand s'appuie sur le génie du publicitaire Jacques Séguéla. Après avoir imposé la force tranquille en 81, Séguéla façonne le mythe de la France unie, troquant la rupture idéologique pour une image de stabilité rassurante. Entre Séguéla, maître du récit, et un Bernard Tapie au sens inné du spectacle, le courant passe immédiatement. Ils partagent le même culte de l'image et du storytelling politique. Le 8 mai 1988, Mitterrand est réélu. Il gagne à 54% contre Chirac, une victoire nette et une première. Le tout premier président de la Ve République a rempilé pour un second mandat. L'Assemblée est dissoute et les législatives sont lancées. C'est le moment où Bernard Tapie rentre en jeu. Marseille, c'est son terrain. Mais le Front National commence sérieusement à y monter, surtout dans les quartiers populaires du Nord, là où la gauche ne fait plus le jeu. Il faut un autre style de joueur, une figure hors parti, médiatique et populaire. Quelqu'un qui peut parler aux ouvriers, pas un type qui cite Marx. En costume, mais avec le ton des quartiers. Tapie secoue les vieux partis, parle cash, bouscule les notables et va chercher les voix là où plus personne ne va. Soutenu officiellement par Mitterrand, mais en électron libre, il affronte le FN sur son propre terrain, sans langue de bois. Tapie parle aux oubliés. Il s'adresse frontalement aux électeurs tentés par le FN. Et il marque des points. Battu de justesse par Guy Tessier, un élu de droite bien ancré, la partie semble perdue. Mais l'élection est annulée pour irrégularité. Janvier 1989, le peuple est rappelé aux urnes. Cette fois, Tapie ouvre le score dès le premier tour et au second, il l'emporte. 50,9% des voix. Même Mitterrand est bluffé. Tapie est élu député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône sous la bannière de la majorité présidentielle. À l'image de son élection, son mandat reste sur le ton du terrain. Il ira même jusqu'à faire installer une antenne de télévision à Vaufrèges, à la sortie de la ville, où des Marseillais étaient privés de réseau. Il paye l'antenne et l'installation de sa poche. Une opération à grand spectacle avec hélicoptère pour déposer le pylône. Certains y voient un paternalisme de patron, d'autres en profitent pour lui reprocher son absence sur les bancs de l'Assemblée. En décembre 1989, il marque un coup d'éclat. Là où la gauche dresse un cordon sanitaire et refuse de débattre avec Jean-Marie Le Pen, TF1 lui trouve son opposant tout désigné sur le ring, Bernard Tapie. Contrairement au reste de la classe politique, il estime nécessaire de confronter les idées contraires aux siennes et surtout, il estime dangereux de laisser seul Le Pen en situation de monopole médiatique. C'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Face au chef du Front National, il dégaine son franc-parler, démonte point par point ses discours xénophobes, le tout sans aucune note, mais avec culot et conviction. Tapie gagne en crédibilité auprès d'une partie de la gauche et des classes populaires. Certains critiquent une opération de communication, mais le débat marque durablement les esprits. Ce duel médiatique le propulse comme figure de la lutte anti-FN à contre-courant du silence stratégique de la gauche traditionnelle. Avril 92, Mitterrand renvoie le gouvernement d'Édith Cresson, devenu impopulaire. Le moment du remaniement a sonné. Monsieur Tapie devient Monsieur le ministre de la Ville dans le gouvernement bérégovois. Tapie soutient les assauts de terrain, pousse pour des projets locaux et tente de lancer des chantiers de rénovation urbaine. Il veut du concret, du changement visible, du boulot pour les jeunes et de la dignité. Il commence une esquisse d'un équivalent de la police de proximité, mais entre un mandat très court, des moyens limités et un contexte politique compliqué, il n'a pas vraiment le temps d'imprimer sa marque sur les services publics.
Ça et là, les rumeurs montent. Les chefs de cabinet chuchotent dans les bureaux des différents partis. Le cheval fou qui énerve les vieux éléphants du Parti socialiste commencerait à être présidentiable. Tapi dément toute intention. Il est d'ailleurs pas encarté au PS, mais le peuple le connaît, l'apprécie. Et à gauche, certains pourraient le suivre sous n'importe quelle bannière. Mitterrand a besoin d'un profil solide pour la relève. Fabius, Jospin et Rocard se disputent le trône et n'aiment pas voir le petit nouveau faire du bruit. De l'autre côté du tableau politique, à droite, il dérange aussi. Il défend une vision libérale de l'action sociale, il vient flouter les frontières politiques et le débat pourrait s'avérer compliqué face à un patron qui explique qu'on peut faire tourner à la fois les entreprises et les politiques sociales. Mais on en reparlera. Tapi, lui, a d'autres chats à fouetter. À peu près à l'époque où il se lance en politique, un autre rêve se présente à lui, le rachat d'une entreprise qui fait briller les yeux de l'industriel depuis toujours, Adidas. Mais pour expliquer tout ça, je voulais pas être tout seul. Alors j'ai fait appel à Mathias Bacchino, expert en finance et ambassadeur de Trade Republic, qui sponsorise cet épisode. Bernard Tapie n'en est pas à son coup d'essai dans l'équipement sportif. Et aussi étonnant que ça puisse paraître aujourd'hui, depuis la fin des années 70, Adidas est en crise. Jadis au sommet du monde du sport, la marque allemande peine face à la remontée de Nike et Reebok. Elle a perdu son avance, son image s'est figée et ses ventes déclinent. Tapi propose 1,6 milliard de francs aux héritiers de la marque, soit l'équivalent de 245 millions d'euros actuels. Ça paraît énorme, mais pour acquérir une entreprise comme Adidas, c'est plutôt une aubaine. Surtout quand on sait qu'Adidas est valorisé à 31 milliards d'euros en bourse en 2025. Quoi qu'il en soit, 1,6 milliard de francs, même pour le milliardaire industriel, c'est une somme énorme. Et surtout, une somme qu'il n'a pas. Pour financer le rachat, il fait alors appel à ce qu'on appelle un consortium de banques, aussi appelé un pool bancaire. En gros, pour emprunter une telle somme, il est courant d'étaler le risque sur plusieurs banques. La banque qui pilote tout ça est sa banque habituelle, le Crédit Lyonnais, et elle prête l'équivalent de 31% de la somme totale. Le reste est réparti sur des banques allemandes et japonaises. Le 7 juillet 1990, Bernard Tapie Finance, la société holding de Bernard Tapie, devient officiellement propriétaire d'Adidas. Merci Mathias. Vous en connaissez beaucoup, vous, des partenaires qui se déplacent pour vous expliquer de façon très simple leur expertise? C'est hyper représentatif de sa banque, Trade Republic, qui se distingue depuis des années par sa transparence et sa facilité d'utilisation. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis client depuis la première heure. On vient de parler du rachat d'Adidas par Bernard Tapie et il est certain qu'au summum de sa gloire, le mec se serait clairement intéressé à Trade Republic pour investir. Déjà, c'est la seule banque qui permet d'offrir des actions à sa famille et à ses amis à Noël et je suis sûr que c'est le genre de cadeau qu'on peut s'attendre à recevoir de Bernard Tapie. Quand on sait que l'action Apple fait x8 sur la même période où le prix de l'iPhone fait seulement x2, on aurait tort de s'en priver. Pourquoi acheter l'objet quand on peut carrément posséder une action de la marque qu'il produit? Trade Republic, c'est l'appli idéale pour acheter et vendre des actions de façon simple et intuitive. Vous pourrez vous aussi faire comme Bernard Tapie et investir dans Adidas. En plus, il n'y a aucun frais d'ouverture, ils vous demanderont pas d'argent pour la tenue de compte. La seule chose qui soit argent, c'est ma superbe carte miroir Trade Republic. Via mon lien en description, vous recevrez 20 € en ETF pour toute ouverture de compte. Comme toujours, merci à Trade Republic pour leur soutien précieux. Et nous, on retourne explorer la vie trépidante de Bernard Tapie. Tapie, il dit lui-même, Adidas, à 47 ans, c'est l'affaire de sa vie. Dès sa prise de contrôle, le plan est clair. Délocaliser la production, rajeunir l'image et restructurer en profondeur. Il confie même la création d'un nouveau logo à Rob Strasser, une ancienne pointure de chez Nike. Blague par rapport aux chaussures. Mais les trois bandes, elles, restent et deviennent plus que jamais le signe de reconnaissance mondiale de la marque. Mais tout ça a un prix, 500 millions de francs investis dans la relance, qui viennent s'ajouter aux 2,1 milliards déjà empruntés pour l'achat. Un pari risqué, mais payant. Pour la première fois depuis 10 ans, Adidas repasse dans le vert et est de nouveau sur le bon chemin. En avril 92, on l'a vu, Tapie entre au gouvernement. Mais Mitterrand pose une condition. L'industriel doit se défaire de toute situation pouvant le mener à une prise illégale d'intérêt. En gros, être propriétaire d'une grosse compagnie peut entrer en conflit avec sa position de ministre. Il doit donc dire au revoir à la gestion de ses entreprises.
Il tient à ses entreprises, mais l'effervescence politique dans laquelle il a mis les pieds semble l'animer encore davantage. Sur le long terme, l'entrepreneuriat, ça ne représente plus une fierté, il faut autre chose. Le combat contre Le Pen, c'est pour son grand-père, l'ancien délégué syndical de la SNCF au Bourget, qui n'avait aucun attrait pour l'argent ou l'opulence, surtout si ça suppose de fermer des usines pour l'obtenir. Défendre les gens, ça a du sens. Bien sûr, Tapi a gagné de l'argent, et il est loin de s'en cacher. Il justifie ce qu'il a amassé en disant que là où un athlète qui réussit gagne des médailles, un bon auteur peut gagner un Goncourt, un Pulitzer ou un Nobel, l'entrepreneur, lui, son marqueur de réussite, c'est de gagner de l'argent. Mais tout ça a de moins en moins de sens. Pour Tapi, c'est le moment de clore un chapitre pour en commencer un autre. Adidas est lancé et se redressera, il en a la certitude. Malgré tout, les frais engagés sont colossaux, au point qu'en 1993, Tapi est en cessation de paiement de son emprunt. Il décide de tout vendre, absolument tout. Il confie l'opération au Crédit Lyonnais, sa banque de toujours, avec qui il a bâti l'ensemble de son empire, le poussant à poser les briques les plus honnêtes comme celles qu'ils sont moins. En somme, toujours dans le bon coup. Quoi qu'il en soit, ici le plan est clair. Revendre Bernard Tapie Finance, la maison mère, avec Adidas, son joyau tout juste acquis, et puis le reste, boîte par boîte. Adidas est fixé à 2,08 milliards de francs. Pour le reste, les ventes se feront au cas par cas. L'objectif est simple. D'abord, rembourser les 3 milliards qu'il doit à la banque. Ensuite, se constituer une sorte de fonds de gestion. En gros, un portefeuille d'actions dans des entreprises où il resterait minoritaire. Comme ça, il garde un pied dans le business sans que ça entre en collision avec son poste de ministre. Il reste dans les clous tout en touchant une rente confortable. Le 15 février 1993, Adidas est officiellement revendu à un groupe d'investisseurs. Et en parallèle, la vente progressive de la maison mère est lancée. 2 milliards pour une paire de baskets. Bernard Tapie a vendu à ce prix ce qu'il appelait l'affaire de sa vie. Le plan est carré. Tout roule. Et en mai 93, Bernard Tapie semble au sommet de chacun de ses royaumes. Sa galaxie d'affaires se porte bien. Adidas renaît sous son plan de gestion, l'OM décroche la Ligue des Champions en battant le Milan AC grâce à un but de Basile Boli, pourtant blessé. Sur le plan politique, sa trajectoire est tout aussi ascendante. Aux législatives de mars 1993, malgré le contexte national défavorable à la gauche, Bernard Tapie est réélu député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône et évidemment, Tapie nourrit des ambitions encore plus grandes. Il envisage de se présenter à la mairie de Marseille. Mais le succès ne dure qu'un temps. Dans les mois qui suivent, l'horizon se charge de nuages. Quelques affaires mineures apparaissent qui pourraient presque passer pour de simples incidents de parcours. Pourtant, ce ne sont que les prémices de la vraie tempête. Celle qui fera vaciller l'homme et ternira son image pour toujours est encore à venir. Tout commence avec une vieille histoire déterrée par un opposant politique. Le député de l'opposition, ancien associé ponctuel, trouve l'occasion de jouer avec une règle que Mitterrand applique à son gouvernement. Un ministre mis en examen doit démissionner. Il attaque donc Tapie en justice en 92, et le temps que le non-lieu soit prononcé, Tapie est privé de son ministère pour 5 mois. Comme on l'a dit, à droite comme dans son propre camp, son côté présidentiel dérange. Et c'est étrangement à partir de là que la justice commence à s'intéresser de près à Tapie, notamment à partir de mars 93, à travers sa société de balance, Testu. Une opération retient l'attention. Vous vous souvenez, on l'avait mentionné, un prêt non déclaré de 21 millions de francs à l'Olympique de Marseille, encadré par le Crédit Lyonnais, quand on vous disait qu'ils sont toujours dans les bons coups, pour finaliser le transfert du joueur anglais Chris Waddle. En décembre 93, son immunité parlementaire est levée. Tapie est alors mis en examen pour abus de biens sociaux. Et une autre affaire tombe, à propos d'un match joué plus tôt dans l'année. Juste avant la finale de la Ligue des Champions contre Milan, l'Olympique de Marseille doit affronter Valenciennes, mais pour le championnat de France, moins important. Les Marseillais veulent arriver frais au match de leur vie qui a lieu 3 jours plus tard et dont on vient de voir le but de Basile Boli. Bref, pour mettre toutes les chances de leur côté, Tapie veut éviter les blessés et 3 joueurs valenciennois sont approchés. On leur demande discrètement de lever le pied. De toute façon, les jeux sont déjà faits pour Valenciennes et ce match n'a que peu d'enjeux dans les résultats, ni de la Coupe de France, ni de celle d'Europe. Alors, des sommes conséquentes sont livrées en espèces aux femmes des 3 joueurs. Mais l'un d'eux, rongé par la culpabilité, parle quelques mois plus tard. Le scandale éclate. Descente de police, enquête, procès, Tapie se retrouve sur le banc des accusés pour corruption. Si l'OM garde son titre de champion d'Europe, celui de champion de France est annulé par la fédération. L'erreur d'ego qui lui fissure l'armure et lui coûte cher. Très cher. Une partie des supporters se détourne de lui, blessés par l'ombre jetée sur leur victoire européenne. Certains joueurs lui en veulent d'avoir terni leur exploit. D'autres s'éloignent en silence. Dans les tribunes comme dans les rues de Marseille, le mythe se craquelle.
Le pape de l'OM devient un pape déchu. Des années plus tard, Tapie avouera regretter amèrement cet épisode, le qualifiant de véritable faute de sa carrière, et à ses yeux, du seul moment où il a agi en homme malhonnête. Pourtant, ce séisme n'est que le prologue de sa chute, car si l'opprobre est immense, elle n'est rien face au mur qui se dresse désormais devant lui. Malgré son bagou et sa gloire passée, Bernard Tapie s'apprête à être broyé par l'affaire de sa vie, un dossier qui va l'écraser et le torturer pendant 30 ans. En 1993, donc, Tapie revend Adidas pour un peu plus de 2 milliards de francs, via le Crédit Lyonnais. Mais quelques mois plus tard, il découvre que la banque a revendu Adidas discrètement pour quasiment le double, soit une plus-value de plus de 2 milliards de francs qu'il ne verra jamais. Pour lui, c'est clair, le Crédit Lyonnais, sa propre banque, l'a roulé dans la farine. Officiellement, la banque fait entrer Robert Louis Dreyfus, un homme d'affaires milliardaire franco-suisse, dans le pool d'acheteurs en 93 avec une part modeste, 15% du capital de l'entreprise. Mais ce que Tapie ne sait pas, c'est que cet accord cache un montage bien plus complexe. Dans les coulisses, le Crédit Lyonnais pilote l'opération. Une bonne partie de ce pool d'acheteurs est en fait constituée de la banque elle-même, à travers une série de sociétés et de comptes offshore installés au Luxembourg et dans des paradis fiscaux dont Tapie n'a aucune connaissance. Et surtout, Dreyfus dispose dès le départ d'une option d'achat secrète auprès de la banque qui lui permet de racheter l'intégralité d'Adidas à prix fixé entre la banque et lui au moment de la signature du contrat dans un délai de 2 ans. En décembre 1994, il utilise l'option d'achat. Alors, vous me direz, où est le problème ? Eh bien le problème, c'est le prix. La banque a revendu à Dreyfus le double du prix que Tapie a lui-même touché, et la plus-value, environ 2,3 milliards de francs, atterrit dans les caisses du Crédit Lyonnais. Tapie, lui, n'en verra pas un centime. Or, la banque était mandatée pour vendre le bien de Tapie, pas pour le racheter et le revendre plus cher. Alors finalement, dans l'histoire, Robert Louis Dreyfus s'est aussi fait avoir, mais il reste plus que gagnant et fera 1,7 milliard d'euros de plus-value. D'ailleurs, ça semble lui avoir donné des idées, parce qu'en 96, il va racheter l'OM avant de se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça en a l'air de faire gagner une équipe. Deuxième point d'intrigue, une note interne. La justice est persuadée que Tapie a des comptes cachés, si bien qu'elle cherche dans tous les recoins, ce qui l'amène à faire des saisies de documents au Crédit Lyonnais. Elle ne trouvera jamais aucun compte caché appartenant à Tapie, mais elle exhume une note qui va confirmer les doutes de Tapie. La note, datée d'octobre 92, soit plus de 3 mois avant la signature officielle du mandat de vente d'Adidas, est rédigée par un haut cadre de la banque à l'attention de sa direction. Et ce qu'elle décrit, c'est tout simplement le plan de revente dans ses moindres détails. On y lit noir sur blanc que la valeur d'Adidas est bien supérieure au prix proposé à Tapie, que l'opération sera portée via des sociétés offshore étanches, avec au moins 2 niveaux d'intermédiaires pour masquer l'implication directe de la banque, et surtout que Tapie n'aura aucun recours judiciaire. Pourquoi ? Parce que c'est Bernard Tapie Finance, sa propre holding, qui pourrait théoriquement être lésée. Et une fois cette holding absorbée par des structures liées au Crédit Lyonnais, plus personne pour réclamer quoi que ce soit. Les avocats de la banque plaident une autre lecture, la note est une simple note de prudence destinée à protéger la valeur de l'actif, sous-entendant que ça pourrait avoir des répercussions négatives pour Adidas d'être sous-évalué. Quoi qu'il en soit, la banque est coupable de 2 choses. Elle ne prévient pas son client qu'il peut vendre bien plus cher, et surtout, elle agit à la fois comme mandataire et comme acheteuse. Et justement, pour ce faire, une occasion en or se présente. En chargeant la banque de vendre ses actifs pour régler sa dette, Tapie accepte de laisser une garantie en contrepartie. Il met ses biens personnels en jeu. Meubles, tableaux, objets d'art, c'est une procédure banale, mais il tarde un peu trop à fournir les estimations des biens exigées par le contrat. Le Crédit Lyonnais saute sur l'opportunité. Ces papiers étant manquants, la banque considère que le contrat est rompu et lui réclame illico l'intégralité de ses dettes, près de 1,6 milliard de francs. Or, le plan initial prévoyait que la vente des entreprises de Bernard Tapie solderait l'ardoise. Le 18 mai 1994, elle opère une saisie de ses biens. Des huissiers débarquent chez Tapie, font l'inventaire de l'intégralité de ses biens et repartent avec ceux estimés non nécessaires à son quotidien. C'est un balai d'une 30aine de camions qui vont faire des allers-retours pour vider son hôtel particulier pendant toute une journée. Décembre 1994, coup de massue. Le tribunal de commerce déclare la faillite de son entreprise. Tout s'effondre. Plus de fortune, plus d'affaires, plus rien. Tapie est ruiné. La banque met ses biens personnels en vente publique et une horde de 2000 curieux se précipite pour visiter sa résidence. L'affaire est loin d'être limpide. Certains indices semblent donner raison à Tapie, d'autres à la banque. Premier point d'intrigue, la vitesse inhabituelle avec laquelle tout s'enchaîne.
Trop rapide pour un simple défaut administratif. Le délai entre la saisie conservatoire de mai et la liquidation judiciaire prononcée en décembre 1994 est exceptionnellement court et bien en deçà des standards habituels dans ce type d'affaires. Plusieurs sources évoquent d'ailleurs des pressions exercées sur les juges. D'abord pour autoriser la saisie, puis pour hâter la procédure. Officiellement, rien n'est confirmé. Vous vous en doutez, Tapie tente bien de contre-attaquer. Avec ses avocats, il conteste la saisie, la rupture du protocole et la mise en faillite. Mais la tâche va être loin d'être simple. Le Crédit Lyonnais, c'était sa maison, son fief. Ses banquiers, ses conseillers, ceux qui ont piloté ses affaires pendant des années. Certains d'entre eux sont même au conseil d'administration de ces entreprises et se retrouvent à devoir se défendre sans eux et contre eux. Et en face, l'adversaire connaît ces sociétés et tout son jeu, parfois mieux que lui. Résultat, sa riposte prend du temps. Trop de temps. Quand sa défense s'organise enfin, le coup près est déjà tombé. Il n'a plus qu'une option, faire appel. Mais cette procédure est longue, et du côté du Crédit Lyonnais, la ligne est claire. Tout était contractuel. Tapie n'a pas respecté ses échéances, point final. Il a validé le prix de vente d'Adidas noir sur blanc, et pire, avant ça, il avait même tenté de revendre à Reebok pour moins, sans succès. C'est lui qui a choisi de se consacrer à la politique et de vendre rapidement et à ses risques. Et c'est pas comme s'il ignorait le potentiel de rebond d'Adidas. D'après eux, il connaissait sa valeur. Pour l'ensemble de ces démêlés judiciaires, Bernard Tapie accumule les condamnations. Amende, prison avec sursis et prison ferme. Il écope au total de plus d'1 an de détention. En décembre 1994, la chute se poursuit avec sa faillite personnelle. Ruiné, sans actifs ni entreprise, il perd non seulement ses biens, mais aussi ses droits civiques. En droit français, la faillite personnelle entraîne l'inéligibilité. Par ailleurs, sa condamnation pour abus de biens sociaux s'accompagne d'une interdiction de gérer toute société pendant 5 ans. La Fédération de football français annule sa licence de gestion de club, un triple coup d'arrêt à ses ambitions politiques, entrepreneuriales et sportives. Tapie perd tout. L'homme de 51 ans perd sa fortune, son club, sa place en politique et même sa liberté. Il passe de sa place au Parlement au geôle d'une prison. Finalement, en 1997, il passera 8 mois derrière les barreaux, obtenant une réduction de peine pour bonne conduite. Le choc est brutal. Dès le trajet vers la prison, il s'effondre dans le fourgon en apercevant, à travers la vitre, son fils Stéphane, 26 ans, les yeux noyés de larmes. Les premiers jours sont les plus rudes. Les pensées suicidaires s'invitent, insidieuses. Chaque matin, il se réveille avec la même bataille à mener, tenir. Dans l'étroitesse de sa cellule de 9 mètres carrés, il repousse l'appel du vide, encore et encore, pendant 165 jours. Dehors, certains crient à la purge politique. Une dégringolade bien organisée contre un homme devenu gênant. Tapie, lui, parle de complot. Et il n'est pas le seul. Plusieurs élus, journalistes et avocats prennent sa défense. Pendant que Tapie vacille, le Crédit Lyonnais s'effondre. Après une décennie d'investissements hasardeux et de paris opaques, la banque publique frôle la faillite en 1994, révélant un gouffre financier de 15 milliards d'euros dissimulé dans des structures de l'ombre. Pour stopper l'hémorragie et sauver l'économie française, l'État sort le grand jeu. En 1995, il crée le CDR, une structure de défaisance chargée d'isoler et de liquider ses actifs toxiques. 10 ans avant la crise mondiale des subprimes, la France invente sa propre machine de sauvetage pour éponger les dérives d'une banque devenue hors de contrôle. Pour Bernard Tapie, le décor change radicalement. En face de lui, ce n'est plus seulement une banque qui vacille, c'est désormais l'État français. L'affaire Adidas bascule et s'apprête à devenir un scandale d'État tentaculaire, changeant de nom au gré des ministres et des rebondissements de l'arbitrage à l'affaire Tapie-Lagarde. Ce n'est plus un simple litige, c'est le début d'un marathon politique et financier qui va marquer l'histoire. La justice prend son temps. Et quand Tapie pense enfin toucher au but, on lui annonce le passage de son dossier aux mains de la structure qui reprend les dossiers du Crédit Lyonnais, une structure de l'État. Les procédures doivent être prises à zéro, des années de procédures envolées. En parallèle du séisme judiciaire, Tapie opère un virage inattendu. Il revient à ses premières amours, la comédie. À 54 ans, il crève l'écran chez Claude Lelouch avant de brûler les planches au théâtre, salué par la critique dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Le véritable feuilleton se joue en coulisses, là où la politique et les affaires s'entremêlent. Face à l'État, Tapie change son fusil d'épaule en 2007, après l'élection de Nicolas Sarkozy. Tapie réclame un arbitrage privé et l'obtient.
Alors que l'État n'a objectivement aucun intérêt à lui faciliter la tâche, le nouveau pouvoir en place change la donne. Contre toute attente et l'avis de ses propres services, la ministre de l'économie Christine Lagarde donne son feu vert. Ce choix est d'autant plus troublant que Tapi, ancien homme de gauche, affiche désormais une proximité suspecte avec le nouveau président, multipliant les rendez-vous à l'Élysée après lui avoir apporté son soutien politique durant la campagne. Ce rapprochement semble porter ses fruits. Verdict, 403 millions d'euros d'indemnisation, dont 45 millions rien que pour le préjudice moral. Et qui paie? L'État, autrement dit, le contribuable. Mais 3 ans plus tard, nouveau décor, nouveau gouvernement, nouvelle ligne. L'État, cette fois sous la présidence Hollande, dépose plainte contre Tapi, les juges de l'arbitrage et Christine Lagarde. L'arbitrage serait truqué. La justice civile reprend donc le dossier. Et en 2015, le couperet tombe. La Cour d'appel de Paris annule tout. L'arbitrage est qualifié de simulacre, entaché de fraude. Conséquence directe, Tapi, considéré comme victime 7 ans plus tôt, doit rembourser les 403 millions. Il fait appel. Mais pendant ce temps, une autre tempête se lève. Car la justice pénale, elle aussi, entre en piste. Les enquêteurs creusent et tombent sur des connexions financières troubles entre Tapi et Pierre Estou, l'un des 3 médiateurs de l'arbitrage donné 7 ans plus tôt. Et selon les juges, c'est Estou qui a le plus pesé pour défendre Tapi. Sauf qu'il aurait caché ses relations passées avec Tapi et touché en parallèle des rémunérations indirectes. Un détail va d'ailleurs confirmer leur proximité. Chez Estou, on retrouve un livre dédicacé par Tapi. À l'intérieur, dans une mention datée de 1988, bien avant toutes les affaires, celui-ci lui affirme son infinie reconnaissance. Mediapart enfonce le clou en révélant que Estou a déjà été employé par Tapi. Au moins 2 missions juridiques payées bien avant l'arbitrage. L'une pour un recours judiciaire, l'autre pour un litige fiscal autour de Bernard Tapie Finance 30 ans plus tôt. Résultat, Tapi, Estou et plusieurs anciens repreneurs du Crédit Lyonnais sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Christine Lagarde, elle, échappe aux poursuites, ne conservant que le statut de témoin assisté dans ce qu'on appelle désormais l'affaire de l'arbitrage Tapi, une issue clémente qui ne freine en rien son ascension. En 2011, malgré la controverse, elle est nommée directrice générale du Fonds monétaire international, poste qu'elle occupera jusqu'en 2019 avant d'être élue en novembre de la même année présidente de la Banque centrale européenne, comme si l'affaire n'avait jamais existé. En 2019, le tribunal relaxe Tapi en première instance. Le système est reconnu trouble et pas de preuve directe contre lui. En appel, 2 ans plus tard, tout change. Estou et ses confrères sont condamnés à verser 403 millions d'euros. Tapi, lui, ne verra jamais ce dénouement. Il meurt le 3 octobre 2021, à 78 ans, des suites d'un cancer de l'œsophage et de l'estomac diagnostiqué dès 2017. Le rideau tombe. Bernard Tapie n'est plus, mais le personnage, mélange de passion, de culot et de scandale, aura marqué l'histoire récente de la France. Il aura tout été, tout tenté, souvent contre tous. Laissant de lui l'histoire d'un homme qui s'est battu jusqu'au bout, quitte à tout perdre pour jouer la partie jusqu'à la dernière minute.